Bonjour à tous, je suis le docteur Carlos Polo et aujourd'hui nous allons poursuivre nos vidéos sur le thème de la vitamine B12. Dans la précédente vidéo, nous avions parlé de la physiologie et un peu des médicaments. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser un peu plus sur l'interaction médicamenteuse de la vitamine B12, notamment avec la metformine, les inhibiteurs de la pompe à protons. Et nous allons aussi évoquer les moyens naturels pour éviter cette déperdition de vitamine B12. Euh, voilà. À très bientôt dans la prochaine diapositive. Eh bien, dans cette diapositive, nous allons parler des besoins quotidiens du stockage de la vitamine B12 dans le foie. Alors pourquoi on parle d'une horloge biologique? Et c'est parce qu'en fait, déjà la vitamine B12 ou autrement nommée la cobalamine est une molécule que le corps humain est incapable de fabriquer. Nous avons besoin de sources extérieures pour en obtenir. Et elle vient donc des viandes, des œufs, des produits laitiers. Alors le premier chiffre à retenir, c'est que nos besoins quotidiens sont minuscules, c'est-à-dire 1 à 3 microgrammes par jour. Et notre foie, par contre, lui, en stocke 2000 à 2500 microgrammes par jour. Donc il y a au moins 2000 fois nos besoins journaliers dans nos réserves hépatiques. Et donc, comment dire? Cette disproportion, explique parfois que, la carence puisse rester, totalement invisible, complètement frustre pendant des années et puis après un jour, la personne a des carences en vitamine B12 et ça se manifeste, brutalement par une, fatigue persistante ou des fourmillements, c'est-à-dire, donc aussi des, symptômes neurologiques, frustres et même parfois des trous de mémoire, qu'on attribue très vite liés à l'âge, ou bien des vertiges en se levant. Donc des fois, si vous avez aussi des vertiges, pensez aussi à cette carence vitaminique. Qu'est-ce qu'on peut dire encore là-dessus? Donc vraiment, c'est cette carence, parfois, on n'y pense pas parce que ben, nous avons une forte réserve au niveau du foie. Voilà pour cette première diapositive introductive et nous allons passer à la diapositive suivante. Pour cette seconde diapositive, nous allons parler brièvement de la physiologie, c'est-à-dire qu'elle se passe en 4 étapes. Et je vous invite à voir ma vidéo précédente sur laquelle nous avions parlé un peu plus de la physiologie. Donc les 4 étapes importantes sont la libération gastrique, c'est-à-dire que la vitamine B12 est mélangée aux aliments et grâce à l'acidité gastrique, eh bien, elle va être séparée. Ensuite, après cette séparation, elle va être unie à un facteur qu'on appelle le facteur intrinsèque, qui est une glycoprotéine. Ensuite, le troisième passage, c'est qu'elle doit passer l'intestin, c'est le verrou de l'iléon, et elle passe au travers d'un transporteur qu'on appelle le transporteur, un récepteur, pardon, un récepteur qu'on appelle le récepteur CUBAM. Et ce récepteur CUBAM est très dépendant des ions calcium. Et nous verrons dans la suite de notre diaporama que des médicaments interfèrent à ce niveau-là. Et ensuite, une fois passé le passage de l'intestin, eh bien, il y aura un transport sanguin et sous forme de l'eau transcobalamine et c'est cette forme-là, à 20 seulement de la forme absorbée, qui est active. Nous passons donc à la diapositive suivante. Alors, nous allons commencer tout de suite par une première interaction qui est l'interaction avec la metformine. C'est un médicament de diabète de référence connu. L'autre nom, c'est le glucophage, par exemple, le nom commercial. Eh bien, selon les données disponibles, elle réduirait le taux de vitamine B12 chez environ 10 à 20 des patients traités au long cours au niveau du diabète. Donc, quand vous avez un patient ou quelqu'un qui a du diabète, il faut penser à la carence en vitamine B12. Eh bien, le mécanisme principal avancé, nous en avions parlé, c'est que la métamorphine qui est chargée positivement au niveau de la membrane cellulaire repousserait les ions calcium qui, eux, sont aussi positifs. Donc, du positif avec du positif, eh bien, ça se, ça se repousse comme des aimants. Donc, il s'agit d'une répulsion électrostatique au niveau des ions calcium.
Et donc, comme nous venons de le voir, le récepteur, CUBAM, qui est au niveau de l'intestin, qui, permet l'entrée de la vitamine B12 à l'intérieur de l'organisme, est dépendant de cet ion calcium. Et donc, en perturbant la disponibilité du calcium au niveau de la membrane intestinale, la metformine gênerait donc physiquement l'entrée de la vitamine. Les autres pistes explorées, c'est que en fait, c'est moins prouvé d'après les études. Il y aurait, un changement au niveau, du microbiote bactérien avec la metformine et donc, ça gênerait aussi, la l'absorption de la vitamine B12. Et surtout, un chiffre à retenir d'après certaines études, que chaque gramme, c'est-à-dire que chaque gramme de metformine en plus, par exemple, si la personne prend 1 gramme par jour, puis après 2, puis après 3, eh bien, chaque gramme de metformine pris quotidiennement multiplierait le risque de déficit de vitamine B12 par 3. Donc, plus il est dosé, plus votre patient est dosé en metformine, plus il a une charge plus importante de metformine et bien, le risque de déficit en vitamine B12 est multiplié par 3 et c'est nécessaire surtout après 3 à 5 ans de traitement. Voilà. Donc, voilà donc pour la metformine. N'oubliez pas, metformine, pensez aussi à carence en vitamine B12. Passons à la diapositive suivante. Alors, il y a aussi une deuxième famille de médicaments qui commence à être bien connue, qui interfèrent avec le métabolisme de la vitamine B12. Ce sont les inhibiteurs de la pompe à protons, ce sont les antiacides. Ce sont les médicaments que votre médecin donne contre les ulcères. Alors, au niveau des noms commerciaux, vous avez par exemple le Mopral type oméprazole, Inexium, esoméprazole, Ogast, Ogastoro, Lansoprazole, Pariette, Eupantol, bref, il y en a plein et ce sont des médicaments très courants que votre médecin, prescrit et donc si vous avez une utilisation prolongée, de ces médicaments supérieure à 1 an, posez-vous la question d'une déficience en vitamine B12. Alors qu'est-ce que ça fait en fait les inhibiteurs de la pompe à protons? Ben, en fait, ça empêche l'acidité, de l'estomac donc pour éviter, théoriquement, les ulcères, mais cette acidité est nécessaire pour que la vitamine B12 soit, séparée, des aliments et une fois qu'elle est séparée, des aliments, elle puisse se fixer avec le facteur intrinsèque qui est nécessaire pour la suite de la physiologie de la vitamine B12. Donc, supérieur à 1 an de traitement de inhibiteur à pompe à protons, pensez à déficience en vitamine B12. Alors nous avons aussi un autre problème, c'est que souvent il y a des patients qui ont les 2 traitements, les inhibiteurs de la pompe à protons et en plus, de la metformine. Et donc les 2 effets peuvent, se cumuler au niveau des effets indésirables. Et qu'est-ce qui se passe lorsque les 2 traitements sont combinés? Eh bien ici je vous mets un petit, diagramme, dans une étude rétrospective menée en 2019 portant sur des patients gériatriques d'environ 80 ans et cette étude apporte un petit éclairage. En effet, les patients combinant metformine et inhibiteur de la pompe à protons présentaient une hémoglobine moyenne plus basse, par exemple en environ 11,9 grammes contre 12,9 grammes pour le groupe témoin. Donc il y a à peu près 1 gramme de différence. Mais il y a un détail technique qui interpelle les experts. Normalement, quand vous avez une, carence en vitamine B12, les globules rouges sont anormalement grands, c'est-à-dire qu'il y a une anémie, macrocytaire, c'est-à-dire que le volume des globules rouges est plus grand. Mais en réalité, là, dans ce cas-là, dans cette anémie, les globules rouges sont, un peu plus petits, lorsqu'ils sont en double traitement et pourquoi? Parce qu'en fait, les inhibiteurs de la pompe à protons, inhibent l'absorption du fer. Or le fer, sert à la croissance aussi de la cellule. Donc en fait, on a affaire à une carence mixte, c'est-à-dire une carence en fer due
aux inhibiteurs de la pompe à protons, une carence en vitamine B12 due au même, médicament et en fait, le déficit en fer masquerait les signes habituels d'une carence en vitamine B12. C'est-à-dire que normalement les globules rouges sont plus gros. Donc, c'est important de le savoir. Heu Plus il y a de médicaments, plus l'interaction, est possible avec, la vitamine B12 et là, nous avons un cas bien typique. Je mettrai les sources en description. Et donc à force de prendre, tous ces médicaments au long cours, soit isolés, soit, les 2, inhibiteurs de la pompe à protons ou metformine, eh bien nous allons avoir des, perturbations biologiques qui finissent par se traduire, cliniquement et on a un tableau, plus large, important, notamment au niveau hématologique et aussi au niveau, neurologique et qui sont finalement des problèmes courants que l'on rencontre en médecine générale ou chez les gens heu qui ont de multiples traitements. Par exemple, parmi, du côté du sang, du côté des signes hématologiques, on peut donc avoir une anémie et donc cette anémie, qu'est-ce qu'elle va produire? Et ben, elle va produire de l'essoufflement, de la pâleur, une fatigue intense et parfois, une hypotension orthostatique, c'est-à-dire qu'il y a des chutes de tension brutales, lors du lever et donc qui dit chute, notamment chez les personnes, âgées, chez les seniors, dit chute et dit, donc risque de décès suite à ces, hypotensions, orthostatiques. L'hypotension orthostatique, c'est, une baisse de la tension au lever. Et d'un autre côté aussi, nous avons aussi, le spectre neurologique, qu'il ne faut pas, négliger. Donc, nous avons des fourmillements, des sensations de marcher sur du coton, des troubles de l'équilibre. En fait, tout ça, ça peut être relié au diabète parce que c'est et on va dire que c'est relié au diabète parce que et donc, la personne, elle prend de la metformine pour guérir de son diabète ou, soigner son diabète. Mais en fait, ces symptômes peuvent être liés aussi à une carence en vitamine B12 et non seulement au diabète. Donc, la vitamine B12 peut aussi, causer de l'irritabilité, des troubles de l'humeur, des troubles de la mémoire et tout ça, ça peut être confondu avec, un déclin lié, à l'âge. Donc c'est vraiment un imbroglio. C'est-à-dire que, les médicaments peuvent, les pathologies de base comme le diabète peuvent donner ces symptômes-là. On donne ces médicaments-là pour le diabète, mais ou pour, les ulcères et puis en fin de compte, ils donnent aussi d'autres troubles qui y ressemblent. Donc c'est vraiment un imbroglio entre savoir, si c'est dû au diabète ou si c'est dû aux médicaments. C'est vraiment très difficile à savoir. Mais le plus important à retenir, c'est, vraiment supplémenter, la personne en vitamine B12 car il est difficile de faire avec les protocoles officiels à moins de s'orienter vers un traitement plus, naturopathique, plus naturel. C'est-à-dire, pour éviter les ulcères, on donne de l'argile, de la zéolite ou, des polyphénols, ou des choses comme ça. Et pour baisser le diabète, bien sûr, il y a les traitements, naturels, c'est-à-dire, qu'il faut manger diététique, bien sûr, il faut manger moins de sucre et tout ça. Mais bon, voilà, donc ça peut être aussi un cercle vicieux, comme un cercle vertueux et c'est vraiment, et on se rend compte qu'avec le temps, est-ce que les patients ont des effets indésirables des médicaments ou est-ce que ce sont des effets indésirables de la pathologie elle-même? Ça, c'est très difficile à savoir. Voilà pour cette diapositive. Alors dans cette dernière diapositive, avant de passer à une autre vidéo, la prochaine fois sur les traitements un petit peu alternatifs, ce sont les dosages de la vitamine B12 parce que, eh bien, il faut savoir, de quoi on parle. Officiellement, en dessous de 150 picomoles par litre, on parle de carence avérée et au-dessus de 220, picomoles, le taux est considéré, comme normal et la difficulté, c'est entre les 2.
Mais il faut savoir aussi que certains nutritionnistes disent vraiment, hein, qu'il faut un dosage de 700 à 800 picomoles pour se considérer comme normal. Alors, hem, dans les recommandations officielles, c'est au-dessus de 220, 300 picomoles par litre. Et certains nutritionnistes n'hésitent pas à dire, qu'il faut vraiment aller jusque 700 à 800, picomoles, par litre de vitamine B12 pour être considéré comme normal parce qu'en fait, il semblerait qu'il y ait un décalage entre certains dosages et la réalité, physique, clinique. Par exemple, pour la vitamine D, on va vous dire que 30, picogrammes par litre de vitamine D dans le sang, au-dessus, c'est normal, mais certains nutritionnistes, ils vont vous dire, qu'il faut vraiment arriver jusqu'à 60 à 80, pour être en zone sécuritaire avec la vitamine D. Eh bien, la même chose se passe avec la vitamine B12. Certains nutritionnistes disent qu'il faut vraiment prendre beaucoup de vitamine B12 et ils la considèrent normale à 700. Donc, à vous de voir, mais déjà à partir de 200-300, on considère que c'est normal. Voilà, je vous remercie pour, avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et la prochaine fois, nous allons parler un peu plus des traitements, alternatifs, pour éviter certaines interactions médicamenteuses, c'est-à-dire pour, par exemple, éviter un petit peu les IPP ou, hem, pour diminuer cette, carence en vitamine B12 due à des interactions, médicamenteuses. Je vous remercie, à bientôt.